Les TP de biologie animale porteront sur l'étude des tissus biologiques. Vous l'aurez compris, dans cette nouvelle série de vidéos, on parlera d'histologie. Je rappelle qu'un tissu est un ensemble de cellules semblables et de même origine. Il forme un ensemble fonctionnel, c'est-à-dire que toutes les cellules d'un tissu ont la même fonction. Chez les vertébrés, on distingue 4 groupes fondamentaux de tissus, à savoir les tissus épithéliaux, les tissus conjonctifs, les tissus musculaires et les tissus nerveux. Lors des 2 premiers TP, nous allons nous intéresser aux tissus épithéliaux. Le terme épithélium a tout d'abord été attribué à la pellicule qui recouvre le mamelon. En effet, thélium dérive du mot grec pour mamelon et épi veut dire sur. Puis ce terme a été généralisé à tout tissu présentant les caractéristiques que nous allons citer. Un tissu épithélial est un tissu dont les cellules sont jointives ou bien juxtaposées. Les cellules sont attachées les unes aux autres par des jonctions de différents types situées au niveau des membranes cellulaires et qui permettent de maintenir une cohésion dans les tissus. Les épithéliums marquent une bordure entre un tissu conjonctif et l'extérieur ou bien une cavité de l'organisme. Pour rappel, un tissu conjonctif est un tissu qui a un rôle de soutien des autres tissus de l'organisme. On peut citer l'exemple du tissu osseux, du tissu cartilagineux et des tissus adipeux. La face profonde de l'épithélium repose sur une lame basale qui sépare les cellules épithéliales du tissu conjonctif sous-jacent. La lame basale est une structure qui sert notamment à l'ancrage des cellules épithéliales et elle n'est visible au microscope que grâce à une coloration spécifique. Un épithélium est constitué de cellules polarisées avec une répartition particulière des organites. On a un pôle apical tourné vers la lumière de la cavité et un pôle basal dirigé vers le tissu conjonctif sous-jacent et reposant sur une lame basale. Dans un tissu épithélial, le renouvellement cellulaire est très important. Il est possible d'y observer au microscope des cellules en mitose. Et l'épithélium est aussi un tissu non vascularisé, c'est-à-dire qu'on a absence de vaisseaux sanguins dans ce type de tissu. On développera ensemble 2 types d'épithélium, à savoir les épithéliums de revêtement et les épithéliums glandulaires. Pour cette première vidéo, on va s'intéresser aux épithéliums de revêtement. Les épithéliums de revêtement sont des tissus qui recouvrent l'organisme. Il faut savoir que l'organisme est entièrement délimité par le revêtement cutané, c'est-à-dire la peau, qui constitue une interface entre le monde extérieur et le monde intérieur. Cet épithélium de revêtement est l'épiderme. Les épithéliums de revêtement délimitent également les cavités naturelles. Dans le corps, il existe différents types de cavités. On a les cavités qui sont un prolongement de l'extérieur, comme les voies aériennes, le tube digestif, les voies urinaires et génitales. Et le tissu recouvrant ces cavités est appelé épithélium au sens strict. On a également les cavités closes, c'est des cavités cardiaques et vasculaires, dont les épithéliums de revêtement sont appelés endothélium. Par exemple, l'épithélium qui tapisse la paroi interne d'un capillaire sanguin est appelé endothélium. Et on a en dernier les cavités célomiques. Chez l'être humain, les cavités célomiques et leurs parois forment les cavités pleurales des poumons, la cavité péricardique qui abrite le cœur et la cavité péritonéale qui renferme les viscères. Les épithéliums correspondants sont appelés mésothéliums. Tous ces épithéliums ont une fonction spécifique selon la région où ils se trouvent. La fonction de l'épiderme sera différente de celle de l'endothélium vasculaire. En effet, l'épiderme, qui recouvre la surface externe du corps, a pour fonction la protection contre les agressions physico-chimiques, alors que l'endothélium vasculaire, qui constitue la paroi des vaisseaux sanguins, assure les échanges entre le sang et les tissus environnants. Une autre fonction est retrouvée dans l'épithélium de l'intestin, qui a pour fonction d'effectuer une absorption sélective. Concernant l'origine embryonnaire des épithéliums, il faut savoir que lors du développement embryonnaire, les cellules s'organisent en 3 feuillets de cellules. Le feuillet extérieur est appelé ectoderme,
Le feuillet intérieur endoderme et le feuillet intermédiaire forment le mésoderme. Et chacun de ces feuillets a pour rôle de constituer les organes du futur individu. L'épithélium de la peau, c'est-à-dire l'épiderme et l'épithélium de revêtement des organes sensoriels comme la cornée, dérive de l'ectoderme. Celui du tube digestif et de l'appareil respiratoire dérive de l'endoderme. Et les épithéliums des cavités péritonéales, pleurales et péricardiques, ainsi que les épithéliums délimitant la lumière des vaisseaux sanguins et lymphatiques, tous dérivent du mésoderme. À noter que les épithéliums dérivant de l'ectoderme et de l'endoderme sont dits épithéliums vrais, par opposition à ceux dérivant du mésoderme qui sont appelés endothéliformes. C'est des épithéliums qui sont très étalés et très fins. Exception faite à l'épithélium de l'appareil urogénital qui, malgré le fait qu'il dérive du mésoderme, il fait quand même partie des épithéliums vrais. Parlons à présent de la classification des épithéliums de revêtement. La classification des épithéliums de revêtement est basée sur plusieurs critères morphologiques, à savoir la forme de la cellule, le nombre de couches cellulaires, la spécialisation du pôle apical et la présence de cellules particulières. À noter que ces 4 critères sont à retenir dans l'ordre. Premier critère de classification, la forme de la cellule. Les cellules épithéliales peuvent prendre différentes formes. Elles peuvent être de forme cubique, de forme prismatique qu'on appelle aussi cylindrique, ou encore de forme pavimenteuse. Les cellules cubiques sont aussi hautes que larges. Les épithéliums formés par ce type de cellules sont appelés épithéliums cubiques. Je rappelle que les cellules épithéliales sont séparées du tissu conjonctif par une lame basale. La cellule épithéliale de forme cylindrique ou bien prismatique est plus haute que large. Les épithéliums formés par ce type de cellules sont appelés épithéliums prismatiques. Les cellules qui sont plus larges que hautes sont appelées cellules pavimenteuses. Les épithéliums formés par ce type de cellules sont appelés épithéliums pavimenteux. Sur ce schéma est représenté un épithélium pavimenteux et les structures surlignées en jaune sont les jonctions intercellulaires. Cet épithélium est appelé épithélium pavimenteux simple. Simple, c'est pour dire qu'il est constitué que d'une seule couche de cellules. C'est d'ailleurs le deuxième critère de classification. En effet, lorsqu'on est en présence d'une seule couche de cellules, l'épithélium est dit épithélium simple ou bien unistratifié. Dans ce cas, toutes les cellules reposent sur la lame basale. Pour cet exemple, on dira qu'on est en présence d'un épithélium prismatique simple. Si au contraire plusieurs couches de cellules se superposent, comme c'est le cas sur le schéma suivant, on dira que l'épithélium est stratifié ou bien pluristratifié. La première assise de cellules repose sur la lame basale et la dernière couche de cellules se trouve en regard de l'extérieur. Dans le cas où l'épithélium a une apparence pluristratifiée, parce qu'on aura observé plusieurs couches de noyaux, mais qu'après on se rend compte qu'en réalité toutes les cellules sont en contact avec la lame basale, donc elles ne sont pas véritablement superposées, on dira que l'épithélium en question est pseudo-stratifié. Il faut savoir que pour les épithéliums pseudostratifiés et pluristratifiés, il faudra observer la forme des cellules les plus matures, c'est-à-dire les cellules qui sont en contact avec la surface de l'épithélium, pour pouvoir classer ces épithéliums. Dans ce cas, par exemple, on dira que l'épithélium pseudostratifié est de type prismatique pseudostratifié et celui comportant plusieurs couches est appelé épithélium pavimenteux pluristratifié. Donc pour ce deuxième critère de classification qui concerne le nombre de couches cellulaires, on a 3 cas possibles. Un épithélium simple ou bien unistratifié, un épithélium pseudostratifié et un épithélium stratifié ou bien pluristratifié.
Le troisième critère de classification concerne la spécialisation du pôle apical. Dans ce cas, l'observation va se tourner vers des cellules épithéliales qui ont une spécialisation apicale. Bien sûr, cette spécialisation sera liée à la fonction du tissu dans lequel ces cellules se trouvent. Ces cellules peuvent présenter des microvillosités. Ce sont de fins prolongements cellulaires de forme cylindrique d'environ 1 à 2 micromètres de longueur. Elles peuvent former ce qu'on appelle un plateau strié, une bordure en brosse ou bien des stéréociles. Les cellules épithéliales peuvent également être ciliées, dues à la présence de cils vibratiles. La différence entre les microvillosités et les cils réside dans la nature du cytosquelette qui les constitue. En effet, les microvillosités sont constituées de filaments d'actine, contrairement aux cils qui comportent quant à eux des microtubules. On peut trouver également un autre type de spécialisation au niveau des cellules épithéliales et c'est la présence d'une cuticule. C'est le cas de l'épithélium de la vessie et cette cuticule protège le tissu de l'acidité des urines. À partir de ces schémas illustrant les différents types de microvillosités, on constate que le plateau strié se caractérise par des microvillosités parallèles entre elles et régulières en largeur et en longueur. Contrairement au plateau strié, l'organisation des microvillosités en bordure en brosse n'est pas régulière. Ces microvillosités sont larges et d'une longueur variant de 1 à 2 micromètres. De plus, les microvillosités de la bordure en brosse sont plus longues que celles des plateaux striés. Les stéréociles, quant à eux, sont des expansions cytoplasmiques ramifiées mais plus longues. Les stéréociles sont parallèles entre eux à la base, mais plus on progresse vers les extrémités, plus ils deviennent cilieux et s'enchevêtrent entre eux. La bordure en brosse est retrouvée de manière caractéristique au niveau des cellules du tube contourné du rein. Les microvillosités organisées en plateau strié sont retrouvées chez les cellules de l'épithélium intestinal et leur rôle est d'augmenter la surface d'échange. Les stéréociles interviennent dans le mouvement unidirectionnel dans l'épithélium de l'épididyme. Les cils vibratiles, retrouvés par exemple dans l'oviducte, créent des courants d'air qui permettent le transport de l'ovocyte de l'ovaire vers l'utérus. Ils sont également retrouvés dans l'épithélium respiratoire de la trachée, où ils contribuent à la filtration des poussières, mais également à l'évacuation des déchets vers le larynx. Sur l'image de droite, on aperçoit un épithélium dont les cellules sont ciliées. Et la cellule en forme de vase allongé est une cellule muqueuse. D'ailleurs, le quatrième critère de classification est relatif à la présence de cellules particulières. Il peut s'agir de cellules muqueuses, on en distinguera deux types, celles à pôle muqueux ouvert, aussi appelées cellules caliciformes, et les cellules à pôle muqueux fermé. On pourra trouver aussi des cellules pigmentaires, c'est le cas des mélanocytes par exemple, ou encore des kératinocytes. Ces deux schémas illustrent les différents types de cellules muqueuses. Ces cellules sont spécialisées dans la synthèse de grains de mucine. Commençons par les cellules à pôle muqueux ouvert, aussi appelées cellules caliciformes, dues à leur forme de calice. Ces cellules sont caractérisées par une large région apicale. Ce qu'on voit ici, ce sont les grains de mucine qui, ici, sont très volumineux. Ces derniers masquent la membrane plasmique côté apical, donnant cette impression de pôle muqueux ouvert. Ces cellules sont considérées comme des glandes unicellulaires. On reviendra sur cette notion de glande dans la prochaine vidéo. Les cellules caliciformes sont incluses dans les épithéliums simples et pseudostratifiés. On peut les retrouver dans l'épithélium intestinal par exemple, dans l'épithélium des voies respiratoires supérieures et dans certains tissus d'organes reproducteurs. Ces cellules sont impliquées dans la synthèse des grains de mucine qui, par hydratation à l'extérieur de la cellule, se transforment en mucus intervenant dans la lubrification. Les cellules à pôle muqueux fermé sont spécifiques à l'épithélium gastrique. Ici, les grains de mucine sont moins volumineux. On voit d'ailleurs très bien la membrane plasmique au pôle apical. Leur rôle est le même,
mais cette fois le mucus intervient dans la protection de l'estomac contre les agressions acides. Dans un épithélium, on peut rencontrer aussi des cellules pigmentaires, comme les mélanocytes par exemple, qui sont les cellules de la peau qui synthétisent la mélanine. Ces cellules sont localisées au niveau de l'épiderme et leur rôle est la protection de la peau contre les UV. On doit aussi la couleur de la peau à ces cellules. Dans un épithélium de revêtement, on peut rencontrer également des kératinocytes. Les kératinocytes sont les cellules qui constituent l'épiderme. Ces cellules sont spécialisées dans la synthèse de la kératine. La kératine est une protéine fibreuse et insoluble dans l'eau. Et c'est ce qui confère d'ailleurs à la peau son imperméabilité et son rôle de protection contre le chaud et le froid. La kératine sera retrouvée au niveau de la couche la plus externe de l'épiderme, qu'on appelle la couche cornée. Pour former cette couche, les kératinocytes passent par plusieurs stades de maturation. Et c'est ce qui permettra d'ailleurs de différencier entre les différentes couches de l'épiderme. La lame virtuelle que voici est une coupe de la peau de la paume de la main. Ici, on aperçoit l'épiderme, donc l'épithélium de revêtement, et le tissu conjonctif sous-jacent, à savoir le derme. L'épiderme est constitué de 6 couches de la profondeur à la superficie, qu'on détaillera un peu plus tard. J'avais dit que les kératinocytes passaient par plusieurs stades de maturation pour donner naissance à la kératine qu'on peut observer au niveau de la couche cornée que voici. Les cellules, au bout de 2 semaines, se détachent de la couche cornée. Ces cellules constituent la couche desquamante. Avant de voir quelques exemples de classification d'épithélium de revêtement, je rappelle qu'un épithélium est un tissu dont les cellules sont jointives ou bien juxtaposées. Les cellules de ce tissu reposent toutes sur une lame basale qui sépare l'épithélium du tissu conjonctif. Ces cellules sont polarisées. On a un pôle basal et un pôle apical, qui dans certains cas peut présenter une spécialisation. On avait parlé des microvillosités, des cils et de la cuticule. On avait dit qu'il était possible aussi d'observer des cellules en mitose, car le renouvellement cellulaire est très important dans un épithélium. L'épithélium est aussi un tissu qui n'est pas vascularisé. On va revenir sur les 2 derniers points que je viens de citer. Il faut savoir que dans un épithélium de revêtement, la durée de vie des cellules est assez brève. Pour les cellules intestinales par exemple, la durée de vie est de 36 heures. C'est pour ça qu'on dit que le renouvellement cellulaire est très important. Dans un épithélium simple, ce sera uniquement des cellules cibles qui seront renouvelées. Dans un épithélium pseudostratifié, ce sera les cellules basales. Rappelez-vous que c'est des cellules qui n'atteignent pas le côté apical de l'épithélium. D'ailleurs, ces cellules sont appelées cellules de remplacement. Et dans un épithélium pluristratifié, comme l'épiderme qu'on vient de voir, c'est au niveau de l'assise germinative que le renouvellement cellulaire a lieu. Dans un épithélium pluristratifié, l'assise germinative est la couche cellulaire la plus profonde qui est en contact avec la lame basale. Les tissus épithéliaux sont avasculaires. On a absence de vaisseaux sanguins au niveau de ces tissus. La question qui se pose est la suivante. Si ces tissus sont non vascularisés, comment sont-ils nourris? Eh bien, la réponse est toute simple. Dans un épithélium simple ou pseudostratifié, la nutrition se fait par diffusion à travers la lame basale à partir du tissu conjonctif sous-jacent. Et dans un épithélium pluristratifié, la nutrition se fera par l'intermédiaire des papilles vasculaires conjonctives. Les papilles vasculaires conjonctives sont des prolongements du derme qui sont très riches en capillaires sanguins, et c'est ce qui assure la nutrition de l'épiderme. Pour pouvoir classer cet épithélium, nous allons voir un peu plus en détail les différentes couches qui constituent l'épiderme. Je vous mettrai en description le lien pour consulter cette lame virtuelle. Une fois accédé au lien, cliquez sur View in Cytomine pour pouvoir l'explorer. L'épithélium de revêtement, dans ce cas l'épiderme, est toujours séparé du tissu conjonctif sous-jacent par la lame basale.
Ici, elle n'est pas visible sur cette lame. Il aurait fallu utiliser des colorants bien spécifiques pour la mettre en évidence. La première assise de cellules qui est directement en contact avec la lame basale est l'assise germinative. Cette couche est composée de cellules souches de forme cubique ou cylindrique qui sont responsables du renouvellement cellulaire de l'épiderme. En effet, après division cellulaire, les cellules produites migrent progressivement vers les couches supérieures en subissant diverses mutations. Juste au-dessus de l'assise germinative, on trouve la couche épineuse. On y note la présence de nombreux desmosomes qui lient les cellules entre elles, d'où l'appellation de couche épineuse. Vous le voyez sur cette photo obtenue avec un autre type de coloration, ces jonctions intercellulaires donnent cet aspect d'épine aux cellules. Les cellules de la couche épineuse possèdent dans leur cytoplasme des précurseurs de la kératine. Après la couche épineuse, on trouve la couche granuleuse. Les kératinocytes de cette couche renferment des granules comportant de la kératohyaline, précurseur de la kératine molle de la peau. À ce niveau, les cellules commencent à s'aplatir et leur noyau commence à dégénérer. La couche hyaline est la couche claire qu'on trouve juste au-dessus de la couche granuleuse. Cette couche est retrouvée uniquement dans les épidermes épais, c'est-à-dire l'épiderme de la paume de la main et de la plante du pied. Elle correspond à une zone de transition entre la couche granuleuse et la couche cornée. C'est une couche mince qui est formée de cellules fusiformes et sans noyau et qui ont un aspect translucide. La couche cornée est constituée de plusieurs assises de cellules mortes. Cette couche est compacte en profondeur et desquamante en superficie. Les kératinocytes y exercent une fonction de barrière indispensable. Grâce à la kératine, cette couche confère à la peau son imperméabilité. Voici un schéma qui illustre les différentes couches de l'épiderme. Passons à présent à sa classification. Le premier critère de classification concerne la forme des cellules. Étant donné qu'on est en présence d'un épithélium pluristratifié, il faudra voir la forme des cellules les plus matures, mais surtout vivantes, pour pouvoir caractériser leur forme. Dans ce cas, les cellules sont plus larges que hautes, on dira donc que leur forme est pavimenteuse. Pour le nombre de couches cellulaires, l'épithélium de la peau est pluristratifié. Aucune spécialisation apicale n'a été observée, et pour la présence de cellules particulières, on avait noté la présence de kératinocytes. On dira donc que l'épithélium est kératinisé. On pourra également rajouter un dernier point dû à la présence de la couche desquamante, en disant tout simplement que c'est un épithélium squameux. Pour la classification, on dira que l'épiderme est un épithélium de revêtement pavimenteux, stratifié, kératinisé, squameux. Voici un autre exemple d'épithélium de revêtement pavimenteux pluristratifié, mais différent de l'épiderme. Ce type d'épithélium tapisse plusieurs cavités humides, comme la bouche, l'œsophage et le vagin. Sa structure est très voisine de celle observée dans l'épithélium épidermique. Il possède comme lui une couche basale de cellules cubiques destinée à régénérer les autres couches. Les couches moyennes sont composées de cellules à gros noyau central et imbriquées les unes dans les autres. Les cellules les plus superficielles sont aplaties et desquament en surface sous forme de petites lamelles. Mais ici, les cellules ne se kératinisent pas et restent nucléées, le noyau des cellules en surface étant pycnose. Dans ce cas, pour classer ce type d'épithélium, on dira qu'il s'agit d'un épithélium de revêtement pavimenteux, stratifié, non kératinisé et squameux. Voici une coupe histologique de l'intestin. Ici, on a les muscles, le tissu conjonctif et du côté droit, les villosités intestinales. L'épithélium intestinal est constitué d'une seule couche de cellules de forme prismatique. Ce qu'on voit en bleu ici, ce sont les grains de mucine d'une cellule caliciforme. La région apicale des cellules intestinales comporte des microvillosités organisées en plateaux striés.
Au microscope optique, vous les verrez sous forme d'un trait sombre. Concernant la classification, l'épithélium de l'intestin est un épithélium de revêtement prismatique, simple, aplataustrié et à cellules caliciformes. Voici une coupe histologique de la trachée. L'épithélium trachéal est constitué de cellules prismatiques. On arrive également à voir des cellules basales. Cet épithélium est donc pseudostratifié. La surface apicale de ces cellules épithéliales présente des cils. On dira que les cellules sont ciliées. Et ce qu'on voit en bleu, c'est les grains de mucine des cellules caliciformes. On dira donc que l'épithélium trachéal est un épithélium de revêtement prismatique, pseudostratifié, cilié et à cellules caliciformes. Cette diapositive marque la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention.